Le palais de justice de Bruxelles est une espèce d'énorme, gigantesque gâteau de mariage dû à l'architecte Joseph Poulart et qui fut inauguré en 1883 en présence de Léopold II, roi des Belges. C'est le plus grand palais de justice au monde et sa superficie dépasse celle de la basilique Saint-Pierre. Alors, c'est tout dire. C'est là que, très simplement, Pierre Guelf nous a donné rendez-vous. Nous avons déjà parlé de ce journaliste, chroniqueur et écrivain belge, spécialiste de l'histoire exotique, donc les dolmens, les légendes de sorcières, les sociétés secrètes et initiatiques, mais aussi des chroniques judiciaires, donc les grands procès, l'affaire du trou, les grands meurtres, etc. Une sorte de Pierre Bellemare belge. C'est pas très rigolo ici, hein? C'est un reflet de la vie qui n'est pas toujours belle, et effectivement... D'ailleurs, derrière toi, il y a des barbelés. Oui. Je suppose que c'est les flics qui les emploient de temps en temps. Effectivement, lorsqu'il y a des accusés ou des condamnés de haute peine. Ouais. Tu connais bien, toi, hein, ce coin-ci. Ça fait quand même des milliers d'heures que j'ai passé dans tous les palais de justice de Belgique, et même en France, à Paris, à Valenciennes. Mais ici à Bruxelles, ce sont des longs couloirs, oui. des piliers qui montent jusqu'à l'infini, et tout ça donne une attitude comme ça hiératique, très sérieuse, à la limite menaçante. Mais tout est sérieux ici. Tout est sérieux parce que c'est le destin de gens, c'est la reconnaissance de victimes dans leur malheur. C'est pas un lieu j'allais dire, on n'est pas dans le polar ici, on est dans la réalité. La réalité dépasse parfois la fiction. Oui, et puis il y a des gens qui sortent d'ici, ils ne peuvent plus rentrer chez eux, hein. On leur met des menottes et puis ils partent en prison. Oui, et ils n'en sortent peut-être plus jamais. C'est incroyable, ça c'est... Le Soir Magazine sort maintenant toutes les semaines, combien? 5000 de tes bouquins? 5000 par semaine, 25 000 au total. 25 000 exemplaires achetés par le Soir Magazine. Oui, mais que les gens vont lire. Oui. S'ils l'achètent avec ton bouquin, c'est qu'ils ont l'intention de le lire. J'ai pas mal de retombées de gens qui m'écrivent. On peut dire que c'est un coup fumant. Hein. C'est un beau coup marketing, mais c'est aussi la reconnaissance du travail des éditions Jourdan qui petit à petit, maintenant depuis une bonne dizaine d'années, je pense qu'on peut dire qu'ils sont les éditeurs numéro 1 en Belgique, avec tout ce qu'ils sortent et tout le panel de livres et d'auteurs qu'ils ont, et avec une ouverture sur la France énorme. On retrouve mes livres au Leclerc, à la FNAC, un peu mais partout. à force de te retrouver dans ces cours d'assises devant des criminels, toutes sortes de gens, tu dois avoir une piètre opinion de l'âme humaine. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je pense qu'il y a des criminels qui sont devenus par hasard, que rien ne prédisposait à... Des crimes passionnels. Je peux donner un exemple très rapide. Parmi l'un de mes premiers procès, c'était à Mons. Dans le box, il y avait un jeune, 22, 23 ans, qui avait tué à coups de couteau sa jeune épouse et son bébé. En rentrant, je me suis dit, c'est la perpétuité. En sortant, j'avais totalement changé d'avis. Pourquoi? Parce que c'est ça la force d'un cours d'assises. Bien sûr, les faits sont horribles. Bien sûr, il est clair et net que cette personne avait reconnu, était coupable, il n'y avait pas de discussion sur ce plan-là, méritait quand même de payer à la société et à la mémoire de deux personnes qu'il avait tuées, d'être condamné. Ça, c'est indiscutable. Mais, au fil du procès, on a pu comprendre, pas admettre son geste. En quelques mots, c'est un enfant qui avait été battu, qui s'est retrouvé dans une roulotte avec sa mère qui se prostituait, qui recevait ses amants en veux-tu, en voilà, etc., dans un décor horrible. À tel point que son beau-père, parce que sa mère s'est remariée, s'amusait à lui tirer à la carabine à plomb dans les petites fesses parce que quand il partait, etc. Donc un début de vie horrible. Ce qu'il y a, c'est ce que ce petit garçon a malgré tout
eu du courage, la volonté de réussir dans la vie. Et il a fait des études, et il est devenu mécanicien. Et il a commencé à travailler. Bien, tout le monde se félicitait de son travail, de son comportement. Il était impeccable, impeccable. Il rencontre une jeune fille, c'est l'amour fou. Ils s'aiment, ils se marient, ils font un enfant, et tout va bien. Ils habitent un petit appartement, etc. Et puis un jour, l'épouse avait toujours l'habitude de lui faire ses tartines pour partir au boulot. Il travaillait dans un garage. Le patron était particulièrement satisfait de son travail. Et son café, etc. Et un jour, est-ce qu'elle donnait la tétée à son enfant ou Dieu sait, elle l'a oublié, etc. Et lui, le jeune mari, bouffé de rage, et il donne une paire de claques à son jeune épouse. Et puis ils s'en va. Quand il rentre le soir, il n'y a plus de jeune épouse et plus d'enfants. Et il y a un mot. Tu m'as frappé un jour, tu me frapperas plus jamais. Je te quitte. Point final. Il l'a chassée. Il a essayé de savoir où elle était, il s'est muni d'un couteau, il l'a retrouvée dans une maison de femmes battues et il a poignardé sa femme, poignardé à mort sa femme et son enfant. Ça donne une toute autre illustration de ce procès. On a été jusqu'au bout des choses, on a vu, on ne pardonne pas, ce n'est pas nous qui pardonnons, c'est personne qui peut pardonner, etc. Mais on peut comprendre sans admettre, et ça change beaucoup les choses, je pense. Bon, on ne va pas parler trop fort, mais en fait ici on est devant quoi? On n'entend rien, Non? On est devant quoi ici? On est devant une chambre correctionnelle, peut-être, je ne sais pas. Mais ici, pour l'instant, le juge est en train d'interroger les procédures. Oui. En cours. Oui. Donc les gens qui sont là vont être jugés. Alors, des gens qui sont là vont peut-être être jugés ou on reporte leur affaire. De toute façon, il y a les avocats, il y a les juges, il y a le greffier, bon, tout le monde travaille. Hein. J'ai encore une fois filmé sans autorisation. Mais en fait, je crois que tu l'as déjà fait toi aussi. De quoi? Filmé ici par le... C'est ça, hein, que... Tant qu'on ne voit pas les gens... Donc en fait, c'est ce que je viens de filmer. Et tu l'as mis sur la première page d'un de tes bouquins. Mais on va terminer avec un feu d'artifice. Parce que je crois que tu prépares quelque chose de vraiment costaud en plus. Hein. Mon éditeur voulait que je reparle de l'affaire Dutroux que j'ai suivie depuis le deuxième jour de la disparition de Julie et Mélissa. Et lorsque j'étais au procès à Arlon, je me suis rendu compte que le procès n'allait rien donner, que le président me paraissait un peu mièvre, je mets ça entre guillemets. Ouais. Dans la cache à Marcinelle, sur un mur, se trouve une tache de sang de l'une des deux petites, malheureusement décédées, mélangée à du sperme. L'analyse a été faite de ce mélange. Ce n'est pas du sperme de Dutroux, parce que Dutroux était en prison à l'époque. Ce n'est pas du sperme de Lelièvre, ce n'est pas du sperme de Nioul. Oui. Certainement pas de Madame, parce qu'elle n'en a pas, de Madame Dutroux. De qui alors? J'en parle à mon éditeur, les éditions Jourdan, qui me dit, écoute, tu vas me faire ce livre avec ça, et il en parle au Soir Magazine, entre autres. Ils sont mis au courant en demandant de garder quand même une certaine, pas le secret, mais enfin bon, etc. Ils disent, écoutez, c'est un scoop. Et jusqu'à présent, 1200 libraires en Belgique attendent ce livre. Le livre va sortir le même jour que le Soir Magazine. Ma dernière question. Oui. Ta santé. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je t'ai connu on a fait une interview de toi qui était assez longue avec d'ailleurs Daniel Plascart. Et à ce moment-là, déjà, tu disais que ta santé n'était pas bonne et tu es passé par une période difficile. Et maintenant, tu as l'air en pleine forme. Pendant 2 ans, effectivement, j'ai beaucoup souffert. J'ai une maladie assez grave. Et
depuis un an, je vais mieux. Je ne dis pas que tout va bien, mais je vais mieux. Mais par exemple, toute cette période-ci, qui est quand même une période très intense de travail, de représentation, de déplacement, de contact, de tension nerveuse, je ne peux plus me la permettre. Je ne peux plus me permettre ce genre de situation. Donc maintenant, après vous, je vais encore continuer un peu à travailler. Ça, parce que le travail, c'est un peu... C'est la santé. Oui, justement, mais moins de représentation. Et puis pour me faire un peu oublier aussi, parce que pendant 2-3 mois, ici, c'est du Pierre Guev, du Pierre Guev, du Pierre Guev, et je ne voudrais pas saturer les gens.